Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci d'être présents pour ce webinaire. On va se laisser encore 1 ou 2 minutes pour permettre aux derniers arrivants, on va dire, de pouvoir nous rejoindre, se connecter. Et puis, on démarre dans 2 minutes. Allez, il est 9h05. Je vous propose qu'on démarre et puis de toute façon, les personnes pourront continuer à nous rejoindre. Donc bonjour, rebonjour à toutes et à tous. Bonjour à Antoine et à Kim et merci de votre disponibilité pour ce webinaire. Voilà, l'objectif ce matin, c'est de vous éclairer sur le décret éco-énergie tertiaire, qu'on appelle également décret tertiaire, pour faire plus court. Donc avec nos deux intervenants, Antoine Noli qui intervient donc au niveau de la DREAL, qui vous présentera toute la partie réglementaire liée à ce décret, et Hakim Amadou qui est chargé de mission à l'ADEME et qui vous présentera lui de son côté plus particulièrement des aides financières pour vous aider à diminuer vos consommations et à remplir les obligations liées à ce décret tertiaire. Donc, merci vraiment à tous les deux pour votre disponibilité ce matin. Merci à tous les participants également de vous être inscrits et connectés ce matin. Juste un petit rappel avant qu'on démarre. Alors, sur le côté pratique, effectivement, vos micros ne sont pas ouverts pour le moment. On les réouvrira au moment des échanges. Questions-réponses qui pourront se faire notamment en 2 temps. On vous donnera la possibilité d'avoir une première partie, on va dire, de questions après l'intervention d'Antoine Noli, donc sur la présentation plus particulièrement de la réglementation et de la plateforme Opérate. Et puis on réouvrira bien sûr en fin de webinaire après l'intervention d'Hakim sur les aides. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser au fur et à mesure dans le chat. Ça me permettra aussi de les regrouper et de pouvoir les poser pour vous si jamais il y a des soucis de micro. Ce webinaire est enregistré, donc vous aurez la possibilité de le revoir. On vous enverra le replay et vous recevrez également les supports de présentation de chacun des intervenants. Voilà pour les côtés pratiques. Juste avant de démarrer, vous rappelez dans quel cadre ce webinaire a été organisé. Moi, je suis en charge à la CPME Auvergne-Rhône-Alpes d'un projet qui s'appelle Éco-Performance PME, en partenariat notamment avec l'ADEME, et qui a pour objectif justement d'accélérer la transition écologique des entreprises sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et pour ça, vous avez besoin aussi de pouvoir être accompagné. Donc, on est là pour ça aussi à la CPME, c'est de pouvoir vous aider en faisant le point avec vous de votre situation, tout simplement par rapport à la transition écologique, et puis de pouvoir vous amener vers différents accompagnements, différents dispositifs et différents interlocuteurs, à la fois techniques sur des diagnostics par exemple, et à la fois vous aider aussi à identifier les aides financières qui sont disponibles et qui peuvent vous aider justement à mener à bien vos projets. Voilà, c'est dans ce cadre-là, effectivement, on a plusieurs webinaires d'information
informations et ça nous a semblé important aujourd'hui de revenir sur le décret tertiaire. On l'avait déjà fait, mais c'est vrai que là, on a une première échéance qui approche sans aucune panique, hein, mais voilà, il nous a semblé important de pouvoir repréciser les choses sur ce décret. Voilà, je me tais, je vais arrêter le partage de mon écran et je vous passe la main, Antoine, pour la première partie de la présentation, donc sur la partie réglementaire. D'accord. Merci Stéphanie. Bonjour à toutes et à tous. Donc Antoine Nolly, je travaille à la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes dans le service Habitat Construction et je suis en charge de la rénovation énergétique du parc tertiaire et notamment donc du dispositif éco-énergie tertiaire. Donc je vais vous présenter la réglementation sur ce dispositif. Alors je partage mon écran. Stéphanie, vous me dites si c'est bon. C'est parfait. Parfait. Alors, du coup, je vais vous présenter donc en plusieurs points, mais déjà pourquoi l'origine de cette obligation réglementaire et de ce dispositif. Ensuite, vous rappeler quels sont les bâtiments qui sont concernés et rappeler ce qu'on entend aussi par secteur tertiaire. Ensuite, je vais vous présenter voilà, un petit peu donc, les principes du dispositif, les objectifs à atteindre. La plateforme Opera qui est le support de cette réglementation. Je vais vous faire aussi une présentation rapide de cette plateforme qui est gérée par l'ADEME. Et enfin, les ressources qui peuvent être à votre disposition. Alors tout d'abord, donc pourquoi une obligation sur des consommations d'énergie pour les bâtiments tertiaires? Alors tout d'abord, pour rappel, le secteur bâtiment, c'est le secteur qui est le plus consommateur en énergie en France. Donc les chiffres varient d'année en année, mais on a plus de 40% des consommations énergétiques avec les bâtiments, donc qu'ils soient résidentiels et tertiaires en France. Et c'est responsable également d'un quart d'émissions de gaz à effet de serre. Parmi tous ces bâtiments, les bâtiments tertiaires ont une part non négligeable puisqu'ils représentent un tiers de la consommation de l'ensemble des bâtiments. Et donc à peu près 1 000 millions de mètres carrés de bâtiments tertiaires en France. Donc voilà, on a une réglementation qui est bien connue, notamment sur les logements et donc sur les tertiaires, donc le parallèle avec aussi des obligations donc de réduction de consommation d'énergie. Voilà, donc la réponse politique donc, sur le tertiaire, ça a été notamment impulsé grâce à la loi Elan pour évolution du logement, de l'aménagement et du numérique. Donc l'objectif était double. Donc d'une part, donc, de diminuer progressivement la consommation énergétique du parc tertiaire avec des objectifs ambitieux, hein. Moins 40% d'économie d'énergie en 2030, 50% d'économie d'énergie en 2040 et 60% en 2050. Mais tout en maintenant le confort et le fonctionnement des bâtiments. Alors, quels sont les bâtiments qui sont concernés par la réglementation? Alors, c'est vraiment les bâtiments qui sont concernés, il faut le voir au sens vraiment très large, des activités tertiaires. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est une activité tertiaire? C'est une activité qui est définie en fait en parallèle des activités du secteur primaire et du secteur secondaire. Donc, c'est-à-dire secteur primaire, donc exploitation des ressources naturelles, et secteur secondaire, donc plutôt industrie et transformation des ressources naturelles. Donc voilà, c'est tout ce qui n'est pas primaire, tout ce qui n'est pas secondaire. Donc c'est très très large et très diversifié comme parc de bâtiments et comme activité. Donc on a notamment du tertiaire marchand, donc qui peut peut-être plus intéresser justement le webinaire d'aujourd'hui, donc avec toutes les activités de commerce, de transport, des activités financières, etc. Et également du tertiaire qui est non marchand, avec donc les administrations publiques, enseignement, santé, action sociale. Et donc, il faut voir vraiment cette définition au sens large, à savoir une industrie peut être assujettie pour ces bâtiments tertiaires. Si jamais elle a plus de 1000 m² d'activité tertiaire, par exemple plus de 1000 m² de bureaux sur un endroit, ces bureaux-là seront assujettis. Donc voilà, c'est pas parce qu'on est une industrie qu'on échappe au dispositif forcément. C'est vraiment l'activité qui est exercée au sein de chaque local qui est regardé. Donc comme je disais, il y a beaucoup de diversité de typologies de bâtiments qui peuvent être concernés, hein. Ça va donc des établissements d'enseignement, de sport, on a aussi des cafés, hôtels, restaurants, des data centers. Enfin voilà, c'est vraiment un assujettissement au sens très très large. Donc la réponse politique qui traduit la loi Elan pour atteindre les objectifs globaux qui ont été fixés, ça a été de sélectionner
quel type de bâtiment peut être assujetti. Donc, c'est le dispositif éco-énergie tertiaire, donc EET, qui est l'élément central qui instaure des obligations d'amélioration de la performance énergétique du parc tertiaire. Donc, il concerne tout propriétaire et ou preneur à bail. C'est vraiment une responsabilité partagée entre le propriétaire et le preneur à bail ou locataire, qu'on va appeler l'assujetti. D'un bâtiment tertiaire, pareil, public ou privé, on est aussi bien assujetti côté public que privé, de plus de 1000 m² de surface de plancher. Pour apprécier ces 1000 m², on peut soit être à l'échelle directement d'un bâtiment d'une surface égale ou supérieure à 1000 m² exclusivement alloué à un usage tertiaire. Voilà, par exemple, tout un bâtiment où on aurait 1000 m² enfin plus de 1000 m² de surface d'hôtel, par exemple. Donc là, il sera assujetti. Toute partie d'un bâtiment à usage mixte hébergeant des activités tertiaires et dont le cumul des surfaces est égal ou supérieur à 1000 m². Par exemple, si on a un immeuble avec plus de 1000 m² de commerce en rez-de-chaussée et des logements au-dessus, donc les activités liées au commerce seront assujetties. Ou enfin, tout ensemble de bâtiments qui sont situés sur une même unité foncière ou sur un même site, avec du coup des cumuls de surface sur les activités tertiaires de plus de 1000 m². Donc là, typiquement, c'est le cas par exemple d'une industrie où on aurait du coup une industrie avec plusieurs bâtiments, dont un bâtiment de bureau par exemple et un bâtiment de restauration. Si le cumul des surfaces du bâtiment de bureau et de la restauration fait plus de 1000 m², alors les surfaces de tertiaire seront assujetties au dispositif. Voilà, bon, c'est ce que je rappelle du coup le petit point d'attention, que toute activité tertiaire, donc même sur un site industriel ou agricole, peut être concernée si on dépasse ces seuils de 1000 m². Et les obligations réglementaires sont que sur le tertiaire, bien sûr, et puis pas sur les activités secondaires ou primaires. Alors, quels sont les principes du dispositif? Et donc, d'abord, quelles sont les obligations réglementaires pour les assujettis? Donc, pour respecter la réglementation, vous avez deux options. La première, on en parlait au début, donc c'est pour répondre directement à la loi Elan, c'est un objectif de réduction des consommations voilà, en valeur relative, donc diminuer de X% à chaque décennie ces consommations. Donc pour ça, tout d'abord, il va falloir choisir une année de référence qui est comprise entre 2010 et 2019 de vos consommations, pardon. Et sur cette année par rapport à cette année de référence-là, en 2030, vous devrez vous devrez consommer 40% d'énergie en moins. En 2040, 50% d'énergie en moins. Et en 2050, 60% d'énergie en moins. Voilà, donc ça, c'est la première possibilité de respecter la réglementation. Et donc ça, c'est conseillé, du coup, cette stratégie-là, on va dire, pour les bâtiments qui sont plutôt peu performants, où justement on peut faire des gains en économie d'énergie voilà, de plusieurs manières qu'on verra tout à l'heure. Ou alors, la deuxième option, donc ça pour les bâtiments qui seraient déjà performants, donc récents rénovés, voilà, pour pas non plus pénaliser ces bâtiments-là qui sont déjà vertueux, ça sera un objectif, ce qu'on appelle en valeur absolue. Donc la valeur absolue, c'est une consommation d'énergie seuil à atteindre, donc qui est définie en kWh par mètre carré par an pour chaque activité. Par exemple, voilà, sur l'activité bureau, vous devrez respecter un seuil il y a un seuil réglementaire qui est défini à X kWh par mètre carré par an. Et si votre consommation est en dessous de ce seuil, vous respecterez la réglementation. Voilà, donc c'est soit l'un ou soit l'autre du coup de ces objectifs qui vous permettra du coup de respecter le dispositif éco-énergie tertiaire. Donc voilà, pour résumer, donc grosso modo, valeur relative pour des bâtiments qui aujourd'hui seraient peu performants et valeur absolue pour des bâtiments récents ou performants. Sachant que du coup, pour calculer du coup les différentes consommations, c'est vraiment sur la base des consommations réelles et des factures. La plupart des réglementations précédentes se basaient sur les consommations d'énergie primaire, mais celle-ci s'approche vraiment sur la consommation d'énergie finale et ce qui est vraiment sur votre facture, pour encore une fois faciliter l'approche par l'assujetti. Alors donc quels sont les leviers d'action possibles pour réduire ces consommations d'énergie? Donc il faut rappeler que la réglementation, le dispositif éco-énergie tertiaire, elle oblige pas à des moyens. Par contre, elle oblige seulement à des résultats, donc aux 40%, 50% et 60% ou à l'atteinte des valeurs seuil. Donc voilà, c'est vraiment libre à l'assujetti d'agir sur différents leviers pour atteindre les seuils qui lui seront alloués. Donc
pour agir. Donc forcément, ce à quoi on pense en premier et puis qui est le plus efficace en termes d'économie d'énergie, c'est c'est agir sur la performance énergétique des bâtiments, hein, sur l'isolation typiquement, également sur l'installation d'équipements performants et de dispositifs de contrôle de gestion active des équipements. Donc voilà, pour faire des grosses économies d'énergie, c'est vrai que faudra sûrement agir là-dessus, mais il ne faut pas non plus négliger les autres aspects qui sont voilà, comment est-ce qu'on exploite les équipements, comment est-ce qu'on adapte les locaux à un usage économe en énergie, également comportement des occupants, qui est important. Donc ces trois aspects-là ne sont pas négligés. Il y a notamment des concours cubes qui sont, je ne sais pas si on a entendu parler, qui sont organisés par le CEREMA et l'IFPEB, qui permettent justement, voilà, par un petit challenge, de faire des économies d'énergie seulement avec des gestes simples. Et on peut atteindre dans certains endroits 15 à 20% d'économie d'énergie juste en sensibilisant les occupants et en ayant un comportement vertueux. Et enfin, donc le dernier point là, avant le etc., c'était pour vous rappeler que donc ça c'est plus dans le cadre d'un parc qui peut être important. Si vous avez un parc important, vous pouvez aussi vous pouvez aussi mutualiser les économies d'énergie qui sont réalisées pour tout un patrimoine immobilier. Si sur un bâtiment, vous faites beaucoup d'économies d'énergie, ça va au-delà de ce qui vous est imposé par réglementation, les économies d'énergie qui sont faites en plus, vous pourrez du coup les valoriser sur un autre bâtiment qui serait plus consommateur. Donc bien sûr, les objectifs peuvent être modulés en fonction donc, de plusieurs aspects. Donc notamment le premier point, c'est en fonction donc, de la situation géographique et également en fonction de l'altitude à laquelle vous êtes, hein. Donc il y a donc des corrections climatiques qui seront faites par la plateforme, donc qui sont automatiquement sur Opera. Les objectifs peuvent être aussi modulés si vous changez votre activité ou si le volume d'activité change. Par exemple, si jamais vous densifiez vos bureaux, donc là, vous aurez des objectifs qui seront aussi adaptés. Donc ça, c'est pareil, cette modulation, elle est donc à définir sous Opera. Vous aurez des valeurs à renseigner, par exemple, un taux d'occupation du bureau, enfin, combien de postes j'ai par mètre carré. Typiquement, ce sera ça. Donc ça vous permettra donc de renseigner et donc du coup de pouvoir moduler vos objectifs par rapport à une valeur seuil qui est renseignée sur la plateforme Operate. Et enfin, vous pouvez aussi moduler les objectifs en fonction de contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales ou de disproportions économiques. Donc pour ces deux derniers points, il faudra que vous fassiez un dossier technique, donc tout ce qui doit être dans le dossier technique qui est précisé dans la réglementation, donc jusqu'au 30 septembre 2027 pour la disproportion économique. Alors ensuite, donc un petit point sur la plateforme Operate, même si du coup, je fais un point, voilà, je vous fais un point très rapide sur cette plateforme-là, et je vous inviterai notamment dans la présentation à aller si vous avez l'occasion, en même temps que de remplir les données sur Operate, d'aller regarder la vidéo de remplissage d'Operate qui est vraiment très bien faite et qui vous permet voilà, de remplir la plateforme de la manière vraiment la plus simple possible, où justement c'est bien expliqué pas à pas comment faire. Donc cette plateforme Operate, comme je rappelais en introduction, elle est gérée du coup au niveau national par l'ADEME. Donc Operate, c'est donc pour Observatoire de la performance énergétique, de la rénovation et des actions du tertiaire. C'est vraiment la plateforme qui est support de la réglementation que je vous ai présentée. Donc elle a trois objectifs. Donc tout d'abord répondre aux exigences réglementaires de collecte de données, de bâtiments, de consommation, également des dossiers techniques si vous devez en faire un pour des modulations. Elle permet aussi de vérifier si les objectifs réglementaires sont atteints, donc à chaque décennie. Et enfin, un outil du coup de benchmarking qui permet donc de diffuser, de valoriser les données collectées dans le respect des données de confidentialité, bien sûr. Ça, c'est un outil donc, qui peut être très utile pour vous aussi, pour voir sur voilà, un bâtiment qui ressemblerait au vôtre avec une même activité, voilà, quel niveau de performance peuvent être atteints. Donc, à rappeler donc, que tout assujetti, donc propriétaire et ou occupant, je rappelle, c'est une responsabilité qui est partagée entre le propriétaire et l'occupant. Donc, tout assujetti doit renseigner la plateforme avant le 30 septembre de chaque année pour déclarer ses consommations annuelles et apporter éventuellement des éléments pour moduler ses objectifs. Alors, pour 2022, donc c'est la première année de remplissage de cette plateforme Operate. Donc, je viens directement au point d'intention en bas, hein. Je disais que c'était avant le 30 septembre de chaque année. Pour cette année, vu que c'est la première année de remplissage, il y a une tolérance qui a été accordée jusqu'au 31 décembre 2022. Donc, on approche, c'est dans 15 jours, pour effectuer les déclarations. Donc pour 2022, donc le mode opératoire qui est préconisé, c'est tout d'abord d'identifier son patrimoine assujetti, donc savoir est-ce que mes bâtiments sont assujettis ou pas, lesquels.
de recueillir les données nécessaires, les données donc de surface et également de consommation, et voilà, d'effectuer les déclarations pas à pas sur la plateforme Opera en créant son compte, voilà, en déclarant du coup les bâtiments qu'on va appeler dans le jargon d'Opera entités fonctionnelles. D'ailleurs, désolé pour la faute. Et donc, du coup, de déclarer, donc pour cette année, vous aurez 3 déclarations à faire. Donc, la consommation de référence entre 2010 et 2019, la consommation de 2020 et la consommation de 2021. Voilà, vous n'avez aucune obligation, bien évidemment, d'enseigner toutes les données en une seule fois. Les données seront enregistrées automatiquement sur la plateforme. Donc, comme je vous disais, je vous invite vraiment à regarder la vidéo en ligne en même temps de votre remplissage qui permettra vraiment de vous aider pas à pas si vous posez des questions hein, sur l'inscription, sur les prestataires mandatés, sur déclaration de patrimoine ou de consommation. Voilà, c'est une vidéo qui dure 50 minutes, qui est disponible sur la plateforme. Je vous ai mis le lien vidéo en URL, donc n'hésitez pas à la regarder, elle est très bien faite par l'ADEME. Et donc voilà, donc vraiment pour 2022, le maître mot, donc la priorité pour cette année, c'est de déclarer sous Opera. Voilà, le plus juste possible, bien évidemment, mais le but, ça va être de déclarer son patrimoine, de déclarer son patrimoine sur Opera. Donc rappelez que donc pour cette première année de remontée, donc il y aura une souplesse et un droit à l'erreur qui sera permis. C'est-à-dire que dans le cadre donc de la réglementation du droit à l'erreur, vous pourrez revenir sur votre déclaration euh, voilà, dans le cadre de réglementation, c'est-à-dire une fois. Les années 2020 et 2021 ont été jugées non représentatives pour l'activité à cause donc, des contraintes sanitaires. Donc, il n'y aura pas d'attestations qui seront fournies en 2020 et en 2021. Et à rappeler aussi que 2022, donc c'est vraiment l'année la plus chargée en termes de saisie, où vous devrez faire un compte, déclarer votre patrimoine, déclarer 3 années de consommation entre la référence 2020 et 2021. Et c'est une charge qui ne sera pas reportée sur les années suivantes, puisque une fois que vous aurez fait tout ça, en 2023, vous n'aurez juste à déclarer que les consommations de 2022, etc. Voilà, donc c'est vraiment cette année où il faut se lancer sur la plateforme, et après, ce sera beaucoup plus simple, et notamment avec des imports automatiques qui pourront être possibles via les distributeurs d'énergie. Euh, bon, enfin voilà, ça c'est sur le calendrier réglementaire, on va pas rentrer dans le détail, hein, mais pour dire que voilà, depuis la loi Elan, il y a eu quelques décrets arrêtés qui ont précisé la réglementation. Voilà, il y a un dernier arrêté qui va s'appeler valeur absolue 3, qui va donner du coup les valeurs seuil à atteindre en kilowattheure par mètre carré par an pour les activités restantes. Alors sachant que même si cet arrêté n'est pas encore paru aujourd'hui, ce n'est pas bloquant pour les déclarations sur Opera. Alors je vais finir donc sur les ressources qui sont à votre disposition. Alors tout d'abord des ressources au niveau national. Donc sur la plateforme Opérat, vous avez donc plusieurs onglets. Donc un onglet notamment foire aux questions où avec avec une recherche, on va dire, hein, par mots-clés, la plupart des questions que vous vous posez, souvent il y a une réponse dans cette foire aux questions. Donc n'hésitez pas à aller la consulter. C'est vraiment une mine d'or hein, sur les questions que vous pouvez vous poser. Dans l'onglet ressources d'Opéra, pareil, beaucoup d'outils de décryptage dont vous pouvez vous servir. Donc notamment voilà qui expliquent finalement la réglementation de manière un peu plus schématique que des textes qui peuvent être un peu compliqués parfois à lire. Donc là vous aurez vraiment des petits schémas qui expliquera concrètement est-ce que je suis assujetti oui ou non, qu'est-ce que je dois déclarer comme consommation. Des documents de communication également, des replays de webinaires, des tutoriels Opéra. Donc j'ai re-rappelé le lien, hein, j'insiste un peu dessus parce que c'est vrai qu'il est quand même bien fait, et des études de cas voilà, qui peuvent vous aider aussi à renseigner vos données. Au niveau régional, donc l'ADEME et l'ADREAL ont financé une étude pour connaître et améliorer notre connaissance du parc tertiaire, aussi bien sur les consommations que sur le patrimoine, parce que voilà, c'est un parc qui, contrairement au logement, est beaucoup moins connu. Donc, on avait besoin voilà, vraiment d'améliorer notre connaissance dessus, parce que voilà, un parc très diversifié, aussi avec beaucoup de branches d'activité. Donc, voilà, donc l'ADRAL et l'ADEME, nous avons souhaité porter cette étude qui est conduite du coup par la CERC. Donc, les objectifs, donc, c'est de connaître les caractéristiques du parc en Auvergne-Rhône-Alpes, quelles sont les consommations énergétiques de différentes branches d'activité, donc dans l'objectif voilà, de cibler en priorité quelques acteurs, quelques branches d'activité pour justement avoir un effet levier important sur la réduction des consommations énergétiques.
Donc là, pareil, vous avez tous les liens pour télécharger les rapports sur le diaporama. Donc, il y a un livrable régional qui est disponible. Et également, on a souhaité, pour justement l'appliquer au niveau local et au niveau des branches d'activité, faire des fiches par branche et par département. Donc, qui vous permettront justement de regarder où se situe l'enjeu dans mon département ou alors où se situe l'enjeu sur ma branche d'activité. Voilà, donc vous aurez, enfin, voilà, il y a beaucoup d'enseignements qui apparaissent là-dessus. Alors, j'en ai juste sélectionné du coup, voilà, les plus parlants, on va dire, hein, et les plus généraux au niveau de la région. Donc, on voit donc à gauche sur le petit graphique que sur la consommation du parc tertiaire, donc le chauffage est prépondérant, mais on a quand même aussi une grosse part d'électricité spécifique. Donc ça, à l'inverse justement du logement, où finalement le chauffage et le refroidissement sont prépondérants par rapport à l'électricité spécifique. Donc voilà, par exemple, là, je sais pas si on arrive bien à lire, mais sur le logement, donc on a 62% de la part qui est dédiée au chauffage, alors que dans le tertiaire, on n'a que 43%. Donc pour réduire les consommations, il faudra aussi agir sur l'électricité spécifique, qui est un levier important. Et également, donc la carte là, de la région Auvergne-Rhône-Alpes, on voit que, on s'en doutait, mais là, du coup, on a les chiffres précis sur les consommations par département du secteur tertiaire. Donc, le Rhône qui arrive largement en tête avec plus de 8000 gigawattheures, mais également, du coup, l'Isère qui a une consommation importante, Savoie, Haute-Savoie, et puis Dôme également, et Loire. Avec, par contre, voilà, des secteurs, notamment le sud de la région, qui sont un petit peu moins consommateurs. Et point important, donc tout en haut à gauche, pour aussi appuyer le fait que c'est important de s'intéresser au parc assujetti de plus de 1000 m², c'est que la plupart de la consommation énergétique, donc 65% de la consommation énergétique, provient des locaux assujettis, donc de plus de 1000 m². Et pourtant, ceux-ci, donc les locaux de plus de 1000 m², ils représentent peu de locaux tertiaires, ils représentent seulement 18% des locaux tertiaires. Voilà, donc c'est un parc intéressant à cibler en priorité pour faire des économies d'énergie. Mais c'est pas le seul. On voit par exemple dans les spécificités départementales dans l'Ardèche que voilà, le parc assujetti et non assujetti représente exactement la même surface. Donc il est important aussi d'agir sur le parc non assujetti. Voilà, donc la dernière diapo pour finir, pour vous dire que donc, dans chaque département, au niveau de l'État, vous avez un correspondant sur la réglementation éco-énergie tertiaire. Donc dans chaque DDT, direction départementale des territoires. Donc voilà, vous avez les coordonnées pareil qui sont disponibles. Et donc un correspondant au niveau régional, donc c'est moi. Et donc sur les questions, si vous avez des questions, du coup, n'hésitez vraiment pas, notamment sur la réglementation, à les poser donc à vos correspondants locaux qui reviendront vers moi si besoin. Parce que vous avez aussi une adresse mail générique pour les questions sur le dispositif réglementaire national, mais là, donc, ils répondent surtout sur des questions d'ordre général, vu que c'est au niveau national et qu'il y a beaucoup de questions qui arrivent. Donc, n'hésitez vraiment pas à passer par les contacts locaux, à les privilégier d'abord. Et par contre, donc, sur la plateforme Opérat, si vous avez des soucis techniques de remplissage sur la plateforme, vous avez aussi une adresse mail générique où là, du coup, l'ADEME passe par un prestataire pour répondre aux questions et voilà, les réponses sont assez rapides et précises. Je vous remercie beaucoup. Alors, Stéphanie, je ne sais pas si on passe à la séance de questions-réponses maintenant ou si on laisse la parole à Hakim. Oui, on va donner la parole effectivement s'il y a quelques questions plus spécifiquement sur l'intervention d'Antoine. Juste une précision sur la collecte de vos consommations d'énergie. J'ai déjà eu parfois cette question. Comment on peut trouver nos différentes consommations. Sachez que concernant le gaz, GRDF peut vous transmettre vos données de consommation, donc sur plusieurs années en arrière. Je vais vous indiquer dans le chat l'adresse mail à laquelle vous pouvez demander et elles seront présentes dans le support de présentation qu'on vous enverra après le webinaire. Et pour l'électricité, vous pouvez retrouver toutes ces données de consommation sur votre compte client Enedis. Dès l'instant où vous êtes un client professionnel, vous avez accès à un compte client sur le site d'Enedis. Alors, soit il existe, soit vous pouvez le créer. Là aussi, je vous transmettrai le lien voilà, sur ces deux moyens de pouvoir collecter vos données de consommation concernant le gaz et l'électricité. Merci Antoine. Est-ce que vous avez des questions? Alors, il y avait une ou deux questions effectivement qui ont été posées dans le chat auxquelles finalement vous avez répondu au fur et à mesure. Rappel donc de la surface des bâtiments
à usage tertiaire assujetti, même pour un industriel. Donc la surface minimum, on va dire, qui vous rend assujetti à ce décret, c'est bien 1000 m². Et puis on avait une question sur les contacts. Donc vous aurez, vous l'avez vu dans la dernière diapo diffusée par Antoine, tous les contacts locaux pour effectivement pouvoir poser vos questions plus individuelles. On vous les transmettra, hein. De toute façon, vous aurez la présentation, donc comme ça vous aurez le tableau. On ne va pas remettre forcément les différents contacts dans le chat, mais vous aurez cette fiche avec tous les contacts en fonction de vos départements. Peut-être préciser aussi sur les contacts, là j'ai vraiment mis les contacts État donc pour le dispositif réglementaire, mais vous avez aussi des contacts du coup qui pourront voilà, peut-être plus habituels que vous pouvez avoir dans les CCI, les CMA ou d'autres structures, peut-être la CPME aussi, voilà, qui également du coup peut être un relais du dispositif et en tout cas pourra revenir vers nous, État, s'il y a des questions qui se posent. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à mobiliser les contacts locaux. Oui, effectivement. Enfin, les différents organismes que vous avez cités, Antoine, soit sauront vous répondre en direct, soit effectivement sauront vous réorienter pour obtenir plus d'infos. J'ai pas l'impression qu'on ait d'autres questions pour le moment. Si j'en ai une qui arrive, pardon. Oui, il faudrait que j'ouvre les micros, en effet. Alors, excusez-moi. J'ai pas l'impression que je puisse le faire pour tout le monde en même temps. Je suis en train de les ouvrir un par un. Ça va. Voilà, c'est pas très très long. Donc, si vous avez des questions, si vous voyez que votre micro est ouvert, n'hésitez pas. C'est le moment. Allez-y. Je me permets du coup, bonjour. Bonjour. Voilà, mon nom s'affiche à peu près. Je suis Guillaume Doré. Je travaille à la Chambre de métiers de l'Isère. Moi, c'est le périmètre du tertiaire qui n'est pas encore très clair pour moi. Pour illustrer ça, est-ce qu'un garage automobile, l'atelier d'un garage automobile est concerné par cette dimension Est-ce que son atelier est concerné par la surface à prendre en compte ou pas? C'est une bonne question, je pense que j'étais en train d'essayer de regarder là sur euh, je pourrais pas voir, ça c'est un cas parti. Je vais chercher la réponse et je vous répondrai après, enfin, soit pendant le webinaire ou après si ça vous dérange pas, je peux pas trop vous répondre. Sachant, alors pareil, il y a, enfin, il faut que je cherche là, c'est une question très particulière, je suis désolé de pas avoir la réponse euh, en direct, donc je vous redirai après, mais il y a il y a tout un tableau sur justement le site d'Opérat qui recense toutes les activités et sous-catégories d'activités qui peuvent être assujetties. Okay. Alors pour moi, du coup, a priori, donc sur un atelier de réparation, c'est du tertiaire parce que donc ce qui est primaire, c'est l'exploitation des ressources primaires, l'exploitation donc de la terre, de l'eau, de l'air, enfin voilà. Et tout ce qui est secondaire, c'est plutôt le côté industriel, donc ouais, fabrication de voitures pour le coup. Mais par contre, tout ce qui est réparation, normalement, est concerné par le secteur tertiaire. Mais voilà, je préfère vérifier pour vous répondre. Ok, merci. D'autres questions? Oui, s'il vous plaît, Philippe Oui. Hector. Bonjour. J'ai plusieurs questions. Bonjour, merci déjà pour cette présentation. Ma première question, pour être sûr d'avoir bien compris, qui fait la déclaration sur la plateforme Opérat? Est-ce que c'est le propriétaire et ou est-ce que c'est le locataire? Alors, c'est bien ça. Vous avez, enfin, c'est une responsabilité partagée. Du coup, c'est l'un ou l'autre, ou l'un et l'autre. Il faut vraiment que, enfin, ou alors un prestataire mandaté, mais les deux sont autant responsables du remplissage ou du non-remplissage, pardon, d'Opérat. Si jamais donc il y a un propriétaire et un locataire, celui qui remplira, par exemple, si c'est le locataire, il devra renseigner qui est son propriétaire. Comme ça, le propriétaire pourra aussi avoir un accès à la déclaration qui a été faite par le locataire et éventuellement la modifier. Il y aura tout un historique qui sera disponible pour voir qui a fait les modifications, à quel moment, etc. Donc c'est vraiment l'un et l'autre et du coup, c'est la première chose à faire dans ces cas-là, dans le cas d'un propriétaire et d'un locataire, c'est d'échanger pour savoir qui fait quoi sur cette plateforme, sachant que dans le cas général, c'est souvent l'exploitant du bâtiment qui a les données de consommation et donc qui naturellement peut aller remplir.
Mais il y a des cas, par exemple, sur un propriétaire d'un bâtiment qui aurait beaucoup de locataires et puis qui gérerait toutes les consommations, notamment des parties communes, etc. Il pourrait faire tout pour tout le monde. D'accord, donc ça veut dire que pardon, le bâtiment, pour être sûr qu'on parle bien du bon bâtiment, il va être recensé par rapport à une adresse, par rapport à, je Oui. sais pas, un numéro unique pour être sûr qu'on renseigne bien les bonnes informations pour le bon bâtiment. Tout à fait, tout à fait. Quand vous allez renseigner là, pas à pas sur Opérate, vous renseignez du coup votre bâtiment, du coup, grâce au numéro, enfin, ils sont identifiés grâce au numéro SIRET en fait, chaque local. Donc sur un même bâtiment, vous pouvez avoir plusieurs déclarations, plusieurs SIRET en fait. Un SIRET correspond à ce qu'on appelle une entité fonctionnelle assujettie dans le cadre des locaux privés. Et du coup, tous ces SIRET-là, s'ils sont au sein d'un même bâtiment, tous ces locaux sont dans un même bâtiment, ils seront recensés le bâtiment aura un identifiant unique bâtimentaire, voilà, qui pourrait être, qui pourrait être choisi en cohérence avec tous les locaux dans ce bâtiment. D'accord. Et une dernière question, s'il vous plaît, ça concerne plus, je pense aux collectivités, je pense également aux universités, puisque vous avez évoqué les universités ou en tous les cas tout ce qui touche à l'enseignement. Si on prend par exemple le cas d'une mairie, vous avez par exemple, pour prendre un exemple concret, vous avez un gymnase qui fait 500 mètres carrés, une mairie qui va faire 300 mètres carrés, et puis une salle de réunion qui va faire 400 mètres carrés, ce qui fait qu'on dépasse largement les 1000 mètres carrés. Est-ce qu'ils sont concernés également? Comment ça se passe pour eux? Oui, oui, et ils sont dans le cadre, du coup, là, si on a des bâtiments différents qui sont sur une même entité fonctionnelle ou un même site, si la surface cumulée, c'est le cas d'assujettissement que je montrais avec les petits bâtiments à l'avers, euh, du coup, si la somme des surfaces de ces trois bâtiments fait plus de 1000 mètres carrés, ce qui est le cas ici, les trois bâtiments, du coup, sont assujettis au niveau du site. Et donc, la déclaration devra être faite sur Opérate parce qu'on dépasse les 1000 mètres carrés. D'accord. Alors, juste quand on parle de notion de site, pour le Oui. coup, pour une collectivité, pour une mairie, ça va être à l'échelle de la commune. Donc, à partir de quel moment on est sur le même site et à partir de quel moment on n'est plus sur le même site? Alors, oui, donc, si on va sur le cas des mairies, c'est vrai que c'est des cas, enfin, sur les collectivités locales, c'est vrai que c'est des cas un petit peu particuliers parce qu'à chaque fois, notamment dans les petits villages, on a voilà, la mairie, le gymnase et puis éventuellement la bibliothèque hein, qui peuvent tout faire. Si c'est sur une même unité foncière, la question voilà, se pose pas. Si ça fait plus de 1000 mètres carrés, c'est assujetti. Par contre, si jamais c'est pas sur la même unité foncière, si là c'est la notion de site qui rentrent en compte, c'est-à-dire par exemple des bâtiments qui seraient séparés par une route, une rivière ou je ne sais quoi, sur des parcelles différentes. Là, c'est plutôt, on viendra, pour le cas particulier des collectivités, sur le lien fonctionnel qu'il peut y avoir entre les bâtiments. Par exemple, si on a une mairie et de l'autre côté une école qui sont séparées, a priori, il n'y a pas de lien fonctionnel, donc on ne basculerait pas sur la notion de site. Par contre, si la mairie et l'école sont sur la même entité foncière, donc deux parcelles contiguës, là, par contre, on serait au niveau de l'unité foncière et donc il sera assujetti. Je ne sais pas si j'étais bien clair. Oui, ouais, effectivement, je vous suis. Après, ouais, bon, ok, j'entends. Et puis c'est pareil, au niveau du site, par exemple, on peut avoir là, par exemple, on a vraiment un lien. On a l'école primaire qui fait 800 mètres carrés, la route. En face, on a le gymnase qui est dédié, du coup, notamment à l'école primaire, qui fait plus de 200 mètres carrés. Du coup, on a plus de 1000 mètres carrés sur les deux. Donc là, on est sur la notion de site parce qu'il y a vraiment un lien fonctionnel entre le gymnase et l'école. Donc, ils sont assujettis. Ok. En tous les cas, pour la déclaration, je pense que ça va être un sacré casse-tête pour les collectivités, en tous les cas pour celles qui sont concernées vis-à-vis de ce que vous venez de dire. Oui, après, enfin, sur les collectivités, on a aussi du coup fait des interventions, hein, que ce soit du coup au niveau des DT ou au niveau de Réal. On avait eu notamment un gros webinaire toute fin juin avec les collectivités, un peu enfin, comme aujourd'hui, qui ont pu poser leurs questions. Voilà, enfin, nous, on est vraiment, vous l'avez vu, on est aujourd'hui dans l'accompagnement à ce dispositif. Voilà, nous, on souhaite que les déclarations soient faites, voilà, soient faites cette année pour accompagner. Donc, oui, on répond aux questions. C'est vrai qu'il y a beaucoup de cas euh, qui peuvent être particuliers. Notamment, là, j'ai eu la question sur sur les ateliers de réparation automobile. Voilà, pour pas dire de bêtises, je préférais regarder. Mais c'est vrai que oui, il y a beaucoup de questions. C'est pour ça que voilà, cette année, on est vraiment dans l'accompagnement de tout le monde, et notamment des collectivités et des entreprises. Ok, merci beaucoup.
Rien. On a encore une ou deux questions. On avait Muriel, je crois, qui avait levé la main. Et ensuite, on prendra la question de Sophie. On vous écoute, Muriel. Muriel. Oui, bonjour, vous m'entendez? Bonjour, oui, on vous entend, allez-y. Je rebondis sur la question justement de l'exemple de la mairie où on a deux bâtiments l'un à côté de l'autre. Donc effectivement, moi j'ai donc Chambre du commerce Nord-Isère, j'ai deux bâtiments sur le même SIRET, mais qui sont sur la même unité foncière, mais qui ont des parcelles différentes et qui sont deux bâtiments bien distincts, puisqu'on a un bâtiment de formation et un bâtiment principal. Quand je fais ma déclaration de patrimoine sur Opérat, en fait, je n'arrive pas à les déclarer séparément. D'accord, oui. Parce qu'il faut bien que je les déclare séparément, on est d'accord? Non, pas forcément. Justement, là, vous êtes… ce qui compte sur Opérat, enfin, le jargon, c'est ce que je vous dis, c'est l'entité fonctionnelle assujettie. Hein. Je suis désolé, c'est un peu… Enfin, c'est pas moi qui choisis le nom. En fait, c'est compliqué pour nous. Oui. Voilà. Et quand j'ai refait j'ai trois bâtiments en fait. Un qui est le siège social à Vienne. Donc ça, j'ai pu commencer à déclarer. Et c'est quand j'ai voulu déclarer mes deux autres petits bâtiments où là, ça coinçait puisque j'avais qu'un SIRET. Mais effectivement, j'ai deux compteurs électriques, j'ai deux compteurs de gaz. Nous, on a toujours fait des consommations séparées. Donc, je ne sais pas, là, je bloque. Alors, vous pourrez peut-être du coup, Muriel, contacter l'écran. En fait, la déclaration, donc, elle se fait, je vous disais, au niveau de l'entité fonctionnelle assujettie. Donc, l'entité fonctionnelle assujettie, c'est qu'est-ce qui est assujetti? Est-ce que c'est tout le bâtiment? Est-ce que c'est des parties de bâtiment? Est-ce que c'est l'ensemble de bâtiments? Donc là, vous avez déclaré sur Opérat, en effet, les deux bâtiments sur une même ligne, finalement, dans votre cas. Et par contre, vous allez indiquer, du coup, la surface d'activité qui est allouée à un certain usage et l'autre surface d'activité qui est allouée à un autre usage. Et c'est grâce à ces déclarations de ces différentes surfaces de catégories d'activité que vous aurez du coup des objectifs qui seront assignés. Mais les objectifs, ils seront bien assignés du coup à cet ensemble de bâtiments-là en fait. C'est vrai que c'est peut-être un petit peu compliqué, mais ça change rien, on va dire, dans les objectifs que vous devrez atteindre. Vous déclarez en effet les deux bâtiments ensemble, mais voilà, la séparation se fait au niveau des activités que vous aurez déclarées. Vous déclarez les deux ensemble parce qu'ils sont assujettis, parce qu'ils sont sur un même site finalement. Oui. Pas une même entité foncière. Les objectifs, mais le plus compliqué, c'est la déclaration sur Opérat. C'est la déclaration du patrimoine où il y a des mots qu'on ne comprend pas forcément et qui restent assez compliqués. Oui, non, mais j'en suis navré. Et juste pour finir, je vous invite vraiment en même temps, du coup, peut-être que votre déclaration, à regarder justement le tutoriel Opérat. Comme ça, voilà, vous aurez aussi des explications en direct, peut-être qui pourront vous aider à remplir en même temps. Donc, aller chercher le bon moment de la vidéo qui dure 50 minutes. Où voilà, du coup, le collègue de l'ADEME explique bien les choses. Ok, je vous remercie. Merci beaucoup. Allez, rapidement, pardon, une dernière question, Sophie, pour qu'on puisse ensuite donner la parole à Hakim. Bonjour. Moi, ça fait plusieurs webinaires que je fais, hein, donc ce n'est pas le premier. Je suis toujours confrontée au même problème du début. J'ai une SCI qui gère deux bâtiments sur un même SIRET et j'ai le fonds qui gère deux bâtiments sur un même SIRET. Je ne sais pas comment déclarer ma structure. La structure, j'en ai fait deux. Le fonds LACI, mais déjà là, je ne sais pas si c'est bien ou pas bien, parce que après, je me trouve confrontée au bailleur qui fait quoi. En fait, je tourne en rond. Je ne sais jamais comment déclarer. En fait, j'ai tout déclaré et je ne sais pas ce qui est bon et pas bon. Déjà au niveau de la structure, est-ce qu'il faut faire une SCI après aller dans la SCI et faire, vous savez, dedans il y a comment ça s'appelle, dans la structure, on sélectionne la SCI et après on met le FA dedans. Enfin, moi, je suis perdue. Je ne sais pas comment. Et j'ai beau voir vos questions-réponses, j'ai beau faire les webinaires, je suis toujours confrontée au même problème. Je ne sais pas comment déclarer dès le début. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me renseigner?
Oui, je pense. Là, justement, c'est une question vraiment très précise sur Opérate. Enfin, la vidéo, justement, au tout début, elle explique bien ça, en fait. Comment est-ce qu'on crée un compte, notamment qui est rattaché du coup à une structure, voilà, qui va nous permettre de déclarer pour cette structure. Et après, on va déclarer sur cette structure, on va déclarer chaque SIRET, en gros, qu'on pourra avoir. Donc, il faut bien distinguer ces deux notions. Il y a d'une part une notion de compte, donc il peut être par exemple pour un propriétaire. Donc, on a un propriétaire qui a créé son compte. Et une fois que son compte, donc, qui sera créé grâce à son SIRET Sirène, il va créer chaque, après, localisation, même s'il en a à Lyon, s'il en a à Paris, s'il en a à Nantes, s'il en a à Pointe-à-Pitre, je ne sais où. Voilà, il déclarera finalement chacun de ces établissements via sa structure. Mais si Je sais c'est pas la si même, c'est si le propriétaire Excusez-moi, est Sophie. Je suis désolée, mais on est vraiment sur un. Enfin, j'aimerais qu'on puisse répondre à votre question, Sophie, mais on a aussi Hakim qui attend pour sa présentation. Je vous invite peut-être soit à reprendre contact directement avec Est-ce que vous Antoine. J'ai pas pouvez nous Antoine, ou remettre sinon on vous remettra. la Vous, feuille des contacts, s'il vous plaît? vous l'aurez dans la présentation, on vous la transmettra tout de suite après le webinaire, comme ça vous aurez les Ok, contacts. Je suis désolée de vous merci. interrompre, mais voilà, on doit aussi pouvoir permettre à tout le monde de poursuivre. Hakim, je vous en prie, allez-y et prenez la main sur l'écran et la parole est à vous. Merci. Bonjour, vous m'entendez? Oui, très bien. Alors, je vais partager mon écran. Est-ce que vous l'avez? Ça y est, on a votre écran. Voilà, parfait. Vous pouvez vous mettre en plein écran. Donc, je vais accélérer. Moi, je vais peut-être sauter quelques diapos. Hein, je m'en excuse par avance pour Mais retenir c'est nous qui nous excusons. Là, il reste 10 minutes et j'aimerais bien qu'il y ait quelques questions quand même, que je puisse répondre à quelques questions. Donc, je vais essayer de le faire en 5-6 minutes. Alors, Hakim Amadou, moi je suis ingénieur bâtiment à la direction régionale Auvergne-Rhône-Alpes de l'ADEME et je m'occupe du secteur, du moins du sujet rénovation énergétique des bâtiments tertiaires, mais je m'occupe également de la filière de la géothermie basse énergie. Donc voilà, si vous avez des projets d'investissement ou d'études sur cette filière pompe à chaleur sur géothermie, hein, sur sonde, nappe ou récupération de chaleur sur step ou haute surface, je suis aussi à votre disposition. Donc là, je suis là pour vous présenter. Alors j'essaie de le mettre en plein écran. C'est bon là, non? Allô? Oui, c'est tout bon. Ouais. Donc, une expérimentation qui s'appelle Booster Entreprise Éco-Énergie Tertiaire, dont l'objectif est de proposer. Alors, pourquoi mes diapos ne passent pas? Voilà. De proposer à des entreprises privées, alors quel que soit leur secteur, que ce soit des entreprises du secteur industriel, tertiaire ou agricole, à partir du moment où elles occupent ou gèrent des bâtiments à usage tertiaire, un peu dans la définition de ce que vient de vous présenter Antoine, des catégories d'usage tertiaire traitées par le dispositif éco-énergie tertiaire. À partir du moment où elles gèrent, où elles occupent ces bâtiments-là, donc vous pourrez postuler à cette expérimentation, que vous soyez assujetti ou pas. Donc ça c'est important, hein, que vous soyez assujetti ou pas. Il y a un parcours, une offre d'ingénierie qui vous est proposée. C'est une expérimentation, donc voilà, c'est un nombre. On a un nombre limité de projets possibles à accompagner pour 2023, 50 à 60 projets, sachant qu'il y a 4 régions concernées, dont Aura. Donc, ça va faire 15 à 20 entreprises, probablement pour la région Auvergne-Rhône-Alpes en 2023. Le principe, c'est de pouvoir vous offrir un parcours d'ingénierie, de l'audit énergétique adapté aux bâtiments tertiaires, qui va intégrer des éléments
un état des lieux techniques avec un peu d'instrumentation pour reconstituer les profils d'usage, les principaux paramètres d'indicateurs d'intensité d'usage, mais aussi un volet modèle économique de financement des travaux sur des scénarios qui correspondent à ceux du décret tertiaire, c'est-à-dire entre 40 et 60% d'économie d'énergie. Même si vous n'êtes pas assujetti, on propose les mêmes, on n'a pas distingué les objectifs de performance énergétique selon que vous soyez assujetti ou pas. On a également recensé une offre de prestataire d'ingénierie qui va pouvoir réaliser ces missions-là pour vous, donc pour vous faciliter l'accès aux compétences nécessaires des bureaux d'études qui soient à la fois qualifiés, qui aient les références pour. Donc ce parcours-là, vous l'avez là un peu détaillé, un peu plus détaillé. Alors je passerai les diapos suivantes qui détaillent les phases 1, 2 et 3 parce que j'aurai pas le temps de vous les présenter. Vous aurez le support et n'hésitez pas à revenir vers moi. Donc la phase 1 et la phase 2 donc sont liées. La phase 1, j'évoquais donc le diagnostic ou l'audit technique qui intègre l'élaboration, la proposition d'un plan d'action avec des scénarios, différents scénarios de moins 40 à moins 60% d'économie d'énergie, mais aussi toutes les actions que vous allez pouvoir réaliser à temps de retour rapide qui ne nécessitent pas ou peu d'investissement. Et c'est l'objet de la phase 2, que le bureau d'études soit toujours là pour vous accompagner à les mettre en œuvre. Voilà une régulation qu'il faut mettre en œuvre, un paramétrage d'une installation de ventilation qui puisse vous accompagner à la mettre en œuvre directement sur site ou bien à faire appel à un prestataire, une entreprise, si c'est l'achat d'un régulateur, que la prescription soit accompagnée et que vous ne soyez pas tout seul à essayer de mettre en œuvre cette action-là. Donc, il y a un caractère opérationnel qui est recherché. Hein, et là, pour ces phases 1 et 2, de faire réaliser ces actions sur le court terme. Et puis, il y a une phase 3 donc conditionnelle, où là, une fois qu'on a mis en œuvre les premières actions et que l'entreprise décide d'aller plus loin pour aller mettre en œuvre un des scénarios de moins 40 à moins 60% d'économie d'énergie, hein, qui va nécessiter des travaux, des investissements un peu plus conséquents, alors qui, selon les sites, vont être de nature différente, hein, avec ou sans. On sait par exemple que pour des commerces, l'enjeu de l'isolation, ça ne sera pas forcément celui-ci, et on aura plutôt des actions relamping, des actions sur la production de chaleur, le froid, l'électricité spécifique et pour atteindre le premier palier des moins 40%. Et puis d'autres, les bureaux, par exemple, l'usage bureau, probablement que passer, par exemple, du gaz, du fioul à une pompe à chaleur RO ou géothermale sera insuffisante et qu'il faudra coupler à des mesures de renforcement d'isolation de l'enveloppe. Donc pour mettre en œuvre ces actions-là, nous on a donc cette phase 3 où on peut vous financer la maîtrise d'œuvre, donc l'ingénierie de réalisation. Pour mettre en œuvre ces actions-là, c'est-à-dire des honoraires de bureaux d'études, d'architectes s'il y a besoin, et pas seulement sur la partie de la prescription qui vise à consulter des entreprises, mais aussi à faire le suivi de chantier, la réception et la prise en main des différents des travaux et des nouveaux réglages pour que le résultat soit au bout, un peu comme dans l'esprit du dispositif éco-énergie tertiaire. Ce qu'on veut, c'est apporter de l'ingénierie pour que, non pas pour acheter des mètres carrés, seulement acheter des mètres carrés d'isolants ou de fenêtres ou de pompes à chaleur ou d'outils de production plus efficaces, et décarboner, mais aussi pour acheter du résultat énergétique à la fin. Voilà. Donc là, vous avez les diapos des différentes phases. Malheureusement, je suis obligé de les passer. Pour peut-être préciser, j'ai dit en introduction qu'il y avait un recensement des prestataires d'ingénierie, hein, pour que vous puissiez confier cette phase 1, 2 ou cette phase 3 à des prestataires. On a des listes
de prestataires qu'on a recensés. Donc, on a lancé un AMI il y a quelques mois. On a une vingtaine de prestataires qualifiés pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, une entreprise, vous qui souhaitez réaliser, mettre en œuvre cette phase 1 et 2 ou la phase 3, on peut vous donner, si vous me contactez, 2 ou 3 noms de prestataires, voire vous communiquer l'ensemble de la liste pour que vous puissiez mettre en œuvre ces actions avec ces bureaux d'études, sachant que c'est une liste qui n'est pas exclusive, c'est-à-dire que si vous souhaitez passer par un autre bureau d'études, si le bureau d'études apporte les mêmes références et compétences, on l'acceptera également. Cette diapo, c'est pour vous présenter un petit peu une vue synthétique du logigramme d'accompagnement et de connecter cette offre booster là qu'on voit sur fond vert en bas à droite à la possibilité d'avoir un conseil et une information de premier niveau avec pour certains territoires une visite énergie par le réseau des conseillers des entreprises, hein, donc essentiellement les consulaires, hein, les CCI et les CMA. Donc, vous pouvez les contacter selon votre situation géographique pour obtenir des premières informations, voire de mettre en œuvre une première visite énergie. Et si après ce premier accompagnement, il y a des besoins de prestations d'ingénierie sur les phases pour mettre en œuvre des actions concrètes, et à ce moment-là, vous pouvez postuler au booster. Voilà, alors vous pouvez, donc en passant par les consulaires, mais vous pouvez passer, on voit, donc vous avez une flèche directement, certaines entreprises pourraient passer directement, si vous avez déjà un projet ou des idées de réalisation d'actions, passer directement sur ce booster-là. Je vous ai mis la liste des consulaires et CCI et CMA. Je passe vite. Et pour les aides, en deux mots, voilà, c'est toutes les prestations que j'ai évoquées. Alors, je vais juste préciser que pour les non-assujettis au décret tertiaire, comme on l'a vu tout à l'heure, on vous aide sur les phases 1, 2 et 3. Par contre, si vous êtes assujetti, on n'aidera que la phase 3. Ça veut dire que ça suppose que vous ayez réalisé un équivalent de phase d'audit. Voilà. La seule différenciation, c'est ça. Et on peut aider entre 50 et 70% de coût de ces missions. Donc, avec, par exemple, si je prends la phase 3, qui peut être assez coûteuse de prestations de maîtrise d'œuvre, on peut aller jusqu'à 100 000 € de dépenses éligibles de maîtrise d'œuvre. Par exemple, si on a, je sais pas, un programme de travaux, je dis n'importe quoi, voilà, d'1 million d'euros de travaux et que la maîtrise d'œuvre, ça coûte 100 000 €, on va pouvoir vous aider jusqu'à 70 000 € d'aide pour ce projet-là. Je vous ai mis le lien pour prendre connaissance en détail de cette offre-là et qui vous permet de déposer directement les dossiers de demande d'aide sur la plateforme Agir de l'ADEME. Mais le mieux, effectivement, c'est ce qui est indiqué quand vous lirez ce qui est marqué sur la plateforme, c'est que vous prenez contact avec votre direction régionale. Là, comme j'imagine que vous êtes tous en Auvergne-Rhône-Alpes, donc le contact, c'est moi. Et je pourrais donc vous réexpliquer le dispositif, les aides, vous communiquer des prestataires. Voilà. Voilà, j'en ai fini. Par contre, voilà, je suis allé jusque 10 heures. Je voulais terminer un petit peu avant pour les questions. Mais on a encore un peu de temps pour prendre des questions, Hakim. Je vous remercie d'avoir pu faire cette présentation un peu plus rapidement que vous l'aviez prévu. Désolée pour ça. Mais en tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On a encore quelques minutes pour ceux qui peuvent rester encore un peu. S'il vous plaît, oui, à nouveau Philippe Hector. Pour bien comprendre en fait le processus et, et le process qui se met en place, finalement, à qui incombent les différents travaux pour baisser notre consommation énergétique? Est-ce que c'est aux propriétaires exclusivement? Est-ce que c'est aux locataires exclusivement? Est-ce que c'est aux deux? Et si c'est le cas, comment se ventile en fait la répartition entre ce qui va vraiment toucher uniquement le propriétaire et ce qui va toucher uniquement le locataire? Alors, il y a une grande partie des actions, celles qui vont nécessiter des investissements. On imagine mal le locataire
pour certains cas, sauf exception, hein, mais réaliser, mettre en œuvre ces actions-là. Donc, ça sera plutôt le propriétaire. Après, il y en a d'autres qui sont plus légères, qui peuvent être mises en œuvre par le locataire. Hein. Quand c'est des paramétrages, du réglage, on peut imaginer que l'occupant et l'utilisateur des locaux puissent se charger de ces actions-là. Alors, vis-à-vis de nous, pour l'offre booster, comme elle est quand même liée à un objectif de la phase 3 qui est entre 40 et 60%, l'idéal, c'est d'avoir au moins le propriétaire, voire les deux. Hein. On peut imaginer que les deux s'associent et postulent pour la phase, pour obtenir des financements sur les phases d'ingénierie, dont le produit de cette offre d'ingénierie, les informations seront pour certaines informations utilisées par le propriétaire et pour d'autres par le locataire. Donc, un peu comme dans le dispositif éco-énergie tertiaire, on a une co-responsabilité, un partage possible des responsabilités où la partition peut être faite voilà, selon les cas. Il n'y a pas de, je dirais, de règle absolue là-dessus. Alors, il n'y a pas de règle absolue. Effectivement, ce qu'on constate souvent, enfin, c'est un peu ce que vient d'expliquer Hakim, c'est que ce qui concerne le bâti, on va dire, va plutôt incomber le propriétaire, et ce qui concerne les usages va plutôt, voilà, c'est plutôt le locataire ou l'occupant qui va pouvoir prendre en charge, à dire, ces actions-là. Hein, on l'a vu tout à l'heure, Antoine l'a précisé, les obligations, enfin, dans le cadre des obligations TECRE et tertiaires, il peut y avoir, c'est pas forcément des obligations que sur les travaux, même si souvent, effectivement, il peut y avoir une question d'amélioration du bâti, mais il y a aussi beaucoup d'économies qui peuvent être générées par des questions d'usage ou de gestion, notamment des chauffages, des choses comme ça, où là, c'est plutôt l'occupant qui va le prendre en charge. D'accord. Il faut arriver à s'entendre. Oui, tout à fait. Justement, c'est là où je voulais en venir, c'est que si le propriétaire ne veut pas investir sur des travaux qui vont être plus lourds et où on sera sur des immobilisations et que du coup le locataire n'arrive pas à atteindre les préconisations qui vont être données, qu'est-ce qu'il Alors, en est? c'est une bonne question. Est-ce que ça veut dire qu'on va être un petit peu comme dans l'immobilier résidentiel, c'est-à-dire que quand on va avoir une classification qui va être en dehors de certaines catégories, eh bien, on ne pourra plus louer? Est-ce qu'on va tendre vers ça ou pas? Alors, votre question, elle est plus globale et elle pointe une réglementation à venir, un peu comme sur les logements où il y a une interdiction de louer progressivement à partir de 2025 certaines catégories de logements. Ça, je sais pas, mais là pour l'instant, il n'y a pas de signal de ce côté-là. Par contre, alors moi, ce que je peux répondre par rapport à l'offre booster, on a quand même déconnecté les phases 1 et 2 de la phase 3. Ça veut dire que la phase 1 et phase 2 sont là pour voilà, mettre sur la table des scénarios de travaux, accompagner effectivement tout ce que vous pourrez faire et qui ne sont pas ou sans ou peu d'investissement. L'idée, c'est qu'ensuite, après, on puisse vous mobiliser propriétaire et ou locataire pour aller plus loin. Si vous n'allez pas plus loin, bon voilà, c'est pas une obligation d'aller sur la phase 3. Par contre, je l'ai pas dit, voilà, il faut quand même mettre en œuvre les actions. L'idée du booster, c'est pas un audit énergétique comme l'ADEME le finançait il y a quelques années, où finalement on fait une étude, peu importe ce qui se passe derrière. Voilà, nous, ce que l'on veut, c'est construire du retour d'expérience avec des entreprises. C'est pour ça que c'est une expérimentation et ça vise finalement, dans un premier temps, un nombre d'entreprises plus restreint, c'est-à-dire qu'ils sont déjà très, très motivés et qui ont le bon environnement et un peu comme vous l'avez dit, avec un propriétaire motivé et intéressé pour investir et un locataire prêt à mettre également la main pour voilà, montrer un peu l'exemple, construire du retour d'expérience. J'ai parlé qu'il y avait un peu d'instrumentation, ça veut dire que on sera capable d'évaluer très précisément les économies d'énergie qui ont été réalisées, donc de pouvoir faire du retour d'expérience, de revenir vers les filières commerce, bureau et avec du retour d'expérience qualifié. Voilà. C'est un petit peu ça le rôle
Et d'ailleurs, c'est comme ça que se positionne l'ADEME. C'est-à-dire qu'on n'est pas, nous, un opérateur de massification pour des aides financières. Donc là, il y a d'autres dispositifs type crédit d'impôt, par exemple. On espère qu'il va revenir pour les entreprises. Hein. Il en est question pour un crédit d'impôt qui vous permettrait de financer des actions ou les certificats d'économie d'énergie. On avait une question, Hakim, de Cathy par rapport au dispositif qui demandait si les collectivités pouvaient bénéficier aussi de boosters ou si c'était un dispositif qui est c'est réservé aux vraiment entreprises. c'est un dispositif réservé aux entreprises privées. Aux entreprises privées au sens large, au sens européen, c'est-à-dire par exemple une association est considérée comme une entreprise, mais pas une collectivité. Voilà, les collectivités, il y a des dispositifs spécifiques pour les collectivités territoriales, tertiaires publiques. Ok, merci. Je vois également une main. Oui, Pardon. j'allais dire, voilà, j'allais donner la parole à Pauline qui avait Peut-être levé la main il y a déjà sur les... quelques temps. Oui, Antoine. Pour compléter sur les collectivités, il y a beaucoup de voilà, il y a sur les conseillers en énergie partagée, les économes de flux dans le cadre du programme ACTE. Ouais, il y a des accompagnements aussi voilà, spécifiques comme disait Hakim qui se font au niveau des collectivités. Voilà, donc là vraiment l'offre booster là que propose Hakim, c'est vraiment une offre à destination des entreprises. Juste avant peut-être de reprendre la question de Pauline, on avait une question aussi dans le chat qui demandait si l'audit énergétique était obligatoire ou si c'était un outil pour travailler justement ces réductions. Je vous laisse me confirmer. Je vais vous donner mon point de vue. Alors, il est obligatoire pour une catégorie d'entreprises, hein, les grandes entreprises. Ouais. L'audit est obligatoire, hein, les plus de 250 salariés. Par contre, pour les autres, effectivement, il n'est pas obligatoire. Vous pouvez, et d'ailleurs, si on l'a proposé, ça me permet c'est une bonne question parce que si on a proposé cette offre à l'ingénierie, c'est parce que on identifie bien un peu une dent creuse, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'entreprises, voilà, même des ETI. Hein, je pense que j'ai rencontré récemment un hôtelier qui nous disait, bah, lui, dans son process, il fait très peu appel à l'ingénierie. Il ne fait pas d'audit, il n'y a pas de maîtrise d'œuvre. Il déclenche des lots de travaux. Par exemple, il va changer les fenêtres ou changer la ventilation, la production de chaleur, mais à aucun moment, il a parfois sur des chantiers du multilo, il n'a pas de maîtrise d'œuvre, il n'a pas forcément une coordination en amont en conception, c'est-à-dire finalement quel est le bouquet de travaux le plus optimum, de pouvoir bien gérer les interfaces de l'eau entre la ventilation et les fenêtres. S'il fait de l'isolation, bah, il y a la question de l'étanchéité à l'air. La production de chaleur, et effectivement, là, il se pose pas forcément bien la question, c'est l'entreprise qui va chiffrer le dimensionnement. Mais quid du dimensionnement quand on a réduit les besoins et qu'on se retrouve après à des équipements qui sont surdimensionnés. Il y a beaucoup, par exemple, de chantiers en pompe à chaleur Aéro qui sont surdimensionnés, ou l'environnement même hydraulique. On passe du gaz à une pompe à chaleur. La conception d'une chaufferie avec une pompe à chaleur n'est pas du tout la même qu'avec une chaudière gaz. Et donc, ça peut soit ne pas donner le résultat, et au pire, ça peut amener à des dysfonctionnements et des problèmes de fonctionnement même hydraulique et fonctionnel sur l'installation. Et ça, c'est ce qu'on veut, du coup, nous, ce qu'on vous recommande, c'est pas obligatoire, mais c'est pour ça qu'on pousse plus à d'y mettre le bon dosage d'ingénierie à adapter aux opérations. C'est sûr qu'on fera pas, on n'aura pas le même équipage pour une opération de rénovation globale, la même profondeur de maîtrise d'œuvre entre une rénovation globale et une rénovation qui va concerner par exemple que les lots CVC. Donc on adaptera nos cahiers des charges, vous verrez, peuvent être adaptés, mais la recommandation c'est quand même d'y mettre de la matière grise, de l'ingénierie pour que à la fois on ait du résultat à la fin, et deux, qu'on ait une sinistralité la plus faible et des installations qui fonctionnent et des conditions de confort qui soient atteintes et améliorées après rénovation. Merci. Pauline, est-ce que vous êtes toujours avec nous? Est-ce que vous souhaitez poser votre question? Oui. Alors, ça rebondit peut-être plus sur la première partie, mais j'ai un peu de mal à voir comment est-ce que ça va se passer dans le temps par rapport aux déclarations. Je suis désolée, hein, je vais prendre mon exemple parce que c'est celui que je connais le mieux, mais
Donc, on est sur un site qui a différentes activités industrielles du tertiaire, donc des bureaux, des magasins, de la production, de la R&D. D'ailleurs, les activités de R&D, me semble, ne sont pas couvertes par l'obligation de déclaration. Et c'est un site qui est ancien, où les bâtiments ont eu des rajouts de rajouts. Donc, on a différents réseaux de chauffage, par exemple, qui peuvent se retrouver dans des mêmes bâtiments. Certaines parties de bureaux chauffés au gaz, d'autres chauffés à l'électricité, d'autres, il y a les 2 systèmes dans le même bureau. Et du coup, donc ça, c'est une première difficulté pour arriver à avoir la bonne donnée de consommation par typologie. Je ne sais pas trop comment arriver à déclarer aujourd'hui, déjà les années 2020-2021. Si on se place sur une année de référence qui est encore antérieure, il y a quand même eu des investissements qui ont été faits pour améliorer les choses. Mais comment revenir à l'état historique d'il y a 5 ou 7 ans pour déclarer une année de référence qui soit pertinente, sans se tirer une balle dans le pied et sans non plus... l'année de référence, c'est ce qui va déterminer tous les objectifs derrière, donc il ne faut pas se planter dessus, ça c'est une complexité. Et ensuite, par rapport à si on a des bâtiments, nous, ça change tout le temps. Donc, on peut très bien avoir une surface qui est du bureau aujourd'hui, qui se retrouve de la logistique demain, qui revient de l'open space 2 ans après. Ça veut dire que tous les ans, il va falloir qu'on reprenne toutes les superficies par chaque typologie et comment est-ce qu'on compare une année sur l'autre avec des modifications qui peuvent être très importantes sur les activités. Voilà. Si l'activité n'est pas la même. Antoine, vous pouvez répondre? Alors oui, merci, c'est très complet, ça fait beaucoup de questions. Alors je vais essayer d'y répondre. Donc oui, pour les activités de R&D, si elles sont du coup intimement liées au process industriel, en effet, elles ne sont pas assujetties. J'ai répondu juste en aparté là pour les ateliers automobiles ainsi que de la réparation. Voilà, s'il n'y a pas de transformation en fait de matière, du coup on est bien sur du tertiaire. Donc voilà. Oui, ensuite, pour bien connaître justement quelle est la consommation par typologie, etc. Bon là, une des solutions, c'est de mettre en place des sous-compteurs, voilà, qui permettra justement en plus de distinguer les activités tertiaires des activités industrielles. Quand vous faites votre déclaration sur Opérate, après, vous faites, voilà, donc si c'est sur un même site, vous pouvez déclarer tout le même site en même temps, sous une même entité fonctionnelle assujettie, et vous mettez du coup les différentes surfaces du coup d'activité, mais au niveau des consommations, c'est la consommation de tout le site, si je ne me trompe pas, qui sera bien prise en compte. Donc vous n'aurez pas, normalement, vous n'aurez pas besoin de distinguer qu'est-ce qui est de la consommation du bureau, de qu'est-ce qui est de la consommation de la restauration, de ce qui est de la consommation d'un entrepôt logistique. Juste, Oui. si je peux préciser, c'est que du coup, on a des activités de production qui, elles, ne sont pas assujetties. Voilà, alors donc pour les activités non assujetties, la solution du coup qui paraît la plus pertinente, c'est de mettre en place des sous-compteurs pour justement pouvoir bien distinguer, ouais, voilà, pour pouvoir isoler ces consommations. Donc dans le cas dans l'autre, soit faut les soustraire, soit faut les, soit il faut connaître seulement les activités secondaires ou seulement les activités tertiaires. Ça, il faut voir ce qui est le plus pertinent sur votre site, voilà, en termes de facilité d'installation et de coûts également. Mais voilà, le but, c'est d'isoler ces consommations. Et ça va vous permettre en plus de voir justement peut-être où agir justement en priorité. Parce que le dispositif éco-énergie tertiaire s'intéresse aux tertiaires et aux activités tertiaires, mais également il y a des gros efforts qui ont été faits au niveau de tout ce qui est process industriel. Donc là, voilà, d'isoler les deux, ça permettra de voir est-ce qu'il y a encore des marges de manœuvre sur le process industriel et voilà, et qu'est-ce qu'il faut faire pour atteindre les objectifs du dispositif éco-énergie tertiaire. Alors pour l'état historique, du coup, comment revenir dessus quand les années changent, quand les activités changent. Alors c'est vrai que normalement, en fait, on est assujetti au moment donc de l'entrée en vigueur du dispositif. Donc voilà, une activité à partir donc du coup de 2019 qui est entrée en vigueur du dispositif est assujetti. Et pour l'année de référence, évidemment, ce qu'il faut tenter de prendre, normalement, c'est une année avec les mêmes activités. Voilà, si jamais il n'y a pas les mêmes activités, il y a possibilité du coup chaque année de changer les surfaces qui sont allouées à telle ou telle activité en fonction de l'évolution du volume d'activité. Donc ça revient un peu au même ma réponse, c'est également prendre de référence, également pour
les changements d'activité au fur et à mesure des années. Vous pourrez, sur votre site, du coup, changer et mettre, si vous passez de 1000 m² de bureau à 1500 m² de bureau, bah, l'année qui suit, du coup, mettre 1500 au lieu de 1000. Voilà, il y aura cette possibilité-là, du coup, avec des objectifs qui seront recalculés automatiquement par la plateforme que vous devrez atteindre. Voilà, et c'est prévu en termes d'évolution du volume d'activité, en termes de cessation d'activité, en termes de reprise d'activité par une autre par une autre activité. À noter peut-être aussi que voilà, toute activité assujettie à l'entrée en vigueur du dispositif, enfin tout local assujetti à l'entrée en vigueur du dispositif, reste assujetti voilà, pendant toute la durée. Même si l'activité dans ce local change. Même si l'activité dans ce local change. Et même si on peut imaginer qu'il y a, voilà, il y a plusieurs bâtiments, il y en a un qui fait seulement 200 m², mais qui est assujetti parce qu'il est sur un site où il y a plus de 1000 m² d'activité tertiaire. Si finalement vous décidez de revendre ce bâtiment-là à quelqu'un d'autre qui va exercer du coup une activité tertiaire complètement différente, par exemple, il n'y aura que 200 m², mais ce sera quand même assujetti parce que ce sera au niveau de l'entrée en vigueur du dispositif. Ça, c'est pour suivre, donc là, on revient aux objectifs globaux initiaux. Hein. C'est pour voilà, l'objectif global, hein, selon la réglementation. Bon, voilà, c'est sûr qu'il y a toujours, il y a plein de complexités de cas, hein, mais l'objectif global, c'est vraiment d'atteindre les 40% en 2030, 50%. Voilà, c'est notre objectif. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je reviens aussi un peu aux sanctions là, qui étaient évoquées tout à l'heure, si le propriétaire ou le locataire ne respecte pas. Là, aujourd'hui, voilà, on est vraiment dans l'accompagnement et dans le fait de démontrer finalement que c'est certes un investissement qu'il va falloir faire, mais que voilà, potentiellement et normalement, voilà, on peut avoir un retour sur investissement qui peut être assez rapide, notamment dans la situation, dans la conjoncture dans laquelle on est aujourd'hui. Okay, merci beaucoup Antoine. Je suis désolée, il y a peut-être d'autres questions, mais on a déjà beaucoup débordé. Je m'en excuse. Je vous remercie à tous et toutes d'être restés. Merci à Kim et Antoine pour votre disponibilité. Je pense que vous restez disponibles et qu'on peut dire à nos participants qu'ils peuvent revenir vers vous pour des questions plus précises, soit vers vous, Hakim, soit Antoine, ou bien soit vous, soit vos collègues dont on transmettra les coordonnées donc par département. Voilà, on va clôturer ce webinaire avec pas mal de retard. Je vous prie de nous en excuser. En tout cas, j'espère qu'on a pu répondre à certaines de vos questions et éclaircir un petit peu ce sujet du décret tertiaire. Je vous souhaite à toutes et tous une bonne journée et puis une belle fin d'année également. À très bientôt. Pareillement. Merci à vous. Au revoir. Bonne Merci, fête de fin au revoir. d'année. Au revoir, merci. Au revoir.